Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Super! On débute ce panel d'experts. On m'entend bien? Ça va bien dans la salle? Oui. Merci d'avoir pris du temps pour vous déplacer aujourd'hui pour assister à ce panel d'experts organisé par l'Agence de mobilité durable. Merci aussi à ceux qui nous écoutent à distance via la visioconférence. C'est vraiment très apprécié de vous savoir avec nous. Je me présente, je m'appelle Marc-André Carignan, je suis animateur et chroniqueur spécialisé en aménagement urbain. Alors, quand on parle de la ville, en général, ça me rejoint beaucoup, même le stationnement. Et vous m'avez peut-être déjà vu précédemment dans d'autres panels d'experts avec l'Agence de mobilité durable. On a une belle collaboration, on aime beaucoup participer à ce genre d'événements. Aujourd'hui, on va parler évidemment de stationnement, mais de surveillance du stationnement. Et j'aimerais ça faire un petit sondage rapide dans la salle. Si je vous dis surveillance de stationnement, agent de stationnement, première chose qui vous vient en tête, premier mot qui vous vient en tête? Ah, voilà. Contravention, hein? Je me doutais, je me demandais si j'allais être surpris aussi. Bien oui, évidemment, contravention. C'est intéressant parce que le titre de l'événement, c'est la surveillance du stationnement bien au-delà des contraventions, vous voyez. Et contravention, effectivement, est peut-être un peu, oui, ça fait partie de la réalité, mais c'est peut-être un peu beaucoup réducteur de penser uniquement à cet aspect-là. Et historiquement, et encore de nos jours, malheureusement, la surveillance de stationnement et particulièrement les agents qui s'occupent de la surveillance du stationnement, c'est un métier qui est très peu valorisé et peut-être aussi méconnu de la part de la population. Donc aujourd'hui, on va discuter de ça avec nos invités que je vais vous présenter dans un instant. Peut-être vous mentionner tout d'abord qu'on a un hashtag, un mot-clic, si jamais vous voulez participer sur les réseaux sociaux ou autres. Donc, c'est le dièse, le hashtag RDV pour rendez-vous Agence Mobilité MTL, RDV Agence Mobilité MTL pour Montréal. Il y aura aussi une période de questions. Alors, si jamais vous voulez réagir à la conversation vers la fin de notre conversation, de la fin de notre heure, vous pouvez réagir. Donc, notez vos questions, puis on vous pourra passer un micro dans la salle. Et on ne vous oublie pas non plus à la maison ou au bureau. Si vous êtes en visioconférence, il y a aussi une boîte dans laquelle vous pouvez inscrire vos questions. Donc, dès tout l'événement, vous pouvez les envoyer. Puis après ça, en fin de course, on pourra essayer d'en passer le plus possible auprès de nos invités. Mais avant de vous les présenter, je vais inviter la présidente du conseil d'administration de l'Agence de mobilité à venir vous adresser quelques mots. Isabelle Cadrin. Alors, bonjour à toutes et tous. Ça me fait vraiment plaisir ce matin d'être ici pour prendre le relais de Laurent, qui va se joindre à nous un peu plus tard. Donc, on a vraiment le plaisir aujourd'hui de se réunir pour ce 5e panel qui est organisé par l'Agence de mobilité durable. Et au nom de toute l'équipe, j'aimerais vous remercier de votre intérêt et de votre présence. Pour l'Agence, c'est très important d'organiser des événements qui mobiliseront les acteurs de la mobilité, que vous êtes pour la plupart, et qui permettront d'approfondir les réflexions sur les enjeux qui touchent notre milieu. C'est pourquoi nous avons préparé ce panel afin d'échanger sur la surveillance du stationnement. C'est un sujet qui peut sembler anodin pour certains, mais qui, comme nous allons le voir, joue un grand rôle dans notre quotidien. La surveillance du stationnement est un levier inestimable pour la mobilité durable. Elle permet d'améliorer la qualité de vie des citoyens en optimisant l'occupation de l'espace et donne surtout de la valeur aux mesures de mobilité. Par ailleurs, elle permet également, et c'est indispensable, d'améliorer la sécurité des déplacements. Pensons par exemple au respect des interdictions de stationnement dans les zones scolaires ou aux abords des parcs, dans les endroits où de nombreux enfants utilisent l'espace public. La surveillance du stationnement contribue réellement à sauver des vies et lors des mesures d'urgence, joue un rôle de service essentiel. Nous allons aussi en apprendre davantage sur le rôle que jouent les agents de stationnement dans le respect de la réglementation. Leurs responsabilités ont évolué au fil des temps. Vous verrez que leurs interventions permettent une rotation des places de stationnement et une meilleure circulation dans la ville. L'Agence accorde donc une grande importance à la surveillance du stationnement et s'assure de moderniser et améliorer ses outils et pratiques pour bonifier son service. Je profite
d'ailleurs de ce moment pour remercier tous les employés et gestionnaires de l'agence qui assurent jour après jour, et ce 24 heures par jour, d'offrir le meilleur service de surveillance possible. Aujourd'hui, nous avons réuni un panel composé d'experts nationaux et internationaux afin de savoir plus sur le rôle de la réglementation dans notre virage vers la mobilité durable et ce qui est à venir pour le secteur. J'ai très hâte de pouvoir écouter les échanges qui auront lieu aujourd'hui. Ils seront assurément très intéressants. Sans plus tarder, je donne la parole à notre animateur, Marc-André Carignan. Alors, bon panel à tous. Merci beaucoup. Alors, je vais me reculer, je vais vous présenter. Vous pouvez rentrer fièrement sur scène comme si vous veniez de gagner la Coupe Grey. J'étais à la parade hier, ça paraît. Hein? Alors, tout d'abord, je vais présenter Sylvain Sauvageau, le premier sur la chaise ici, directeur principal, surveillance et contrôle du stationnement et de la mobilité à l'Agence de mobilité durable. Yes, on aime ça! Bonjour, bonjour. Aussi, la prochaine, mais non la moindre, Pauline Guillaumard, qui est conseillère à la planification du transport, service du transport et de la mobilité intelligente à la Ville de Québec. Après ça, ici, sur l'écran, éloigné un peu de nous, mais quand même, on est très heureux de l'avoir. Donc, de l'autre côté du Pacifique, de l'Atlantique, en Europe, on a... Voyons, je n'étais pas dans le même ordre ici. Donc, voilà, M. Éric Gantelet. Bonjour, M. Gantelet. Bonjour. Donc, Éric Gantelet est directement en Europe, président de Sareco, qui est un cabinet français spécialisé sur la question du stationnement, ingénieur civil et membre du bureau exécutif de la Fédération nationale des métiers du stationnement. J'ai appris que ça existait en France. Alors, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Et on a également... Oui, bon applaudissement. Et également avec nous, Magali Bebron, directrice des programmes chez Vélo Québec. Elle s'intéresse particulièrement à la mobilité active, le vélo d'hiver et la sécurité routière. Alors, ce sera précieux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Excellent. Alors, je vais débuter peut-être, plongeons un peu dans l'historique, en fait, de la surveillance de stationnement. Je serais curieux, bon, on le sait, les voitures se sont beaucoup multipliées au cours du 20e siècle, un peu partout dans la ville. Les villes étaient conçues pour l'automobile et à un moment donné, on s'est dit, wow, il faut qu'il y ait de la surveillance de stationnement, il faut qu'il y ait une gestion parce que c'est rendu le free-for-all pour toutes sortes de raisons. Monsieur Sauvageau, je serais curieux de vous entendre un peu sur l'évolution de la surveillance du stationnement au fil des décennies. Bien, c'est un peu ce qui a mené à la création de notre direction. À Montréal, il y a maintenant 44 ans, la surveillance était effectuée auparavant par les policiers. Et on comprend que le rôle premier d'un policier, c'est la réponse aux appels d'urgence. Donc, on comprend qu'avec l'évolution sans cesse grandissante du parc auto à Montréal, ça ne devenait pas le Far West, mais c'est plus difficile un petit peu au niveau de l'application. Donc, au niveau de la délinquance, il y avait c'était quand même très, très, très grandissant. De sorte que on a créé au début, avec une douzaine d'agents de stationnement, la section application des règlements du stationnement qui allait devenir aujourd'hui la direction surveillance contrôle du stationnement et de la mobilité. Au début, on axait sur les infractions de base, le non-stationnement, les premiers parcomètres à Montréal, et ça a évolué au fil du temps, de sorte qu'aujourd'hui, c'est énormément axé sur le service à la clientèle. On fait quoi? On répond beaucoup aux demandes des citoyens, à leurs enjeux, à leurs inquiétudes en matière de fluidité de la circulation, de sécurité, en intervenant comment? En priorisant sur les espaces personnes à mobilité réduite, les pistes cyclables, les coins de rue, les dégagements des zones scolaires, comme le mentionnait Mme Carignan tout à l'heure. C'est beaucoup le type d'infraction, sans négliger les autres, bien évidemment, sur lesquels on intervient maintenant. Différence entre, au niveau d'évolution, quand on voyait un agent de stationnement sur la rue il y a 44 ans et maintenant, bien là, la première, c'est vraiment au niveau de l'équipement. C'était très... Puis vous parlez quand même à quelqu'un qui est agent de stationnement. Ça fait 31 ans que je suis dans le métier. À mon embauche, c'était des constats manuscrits écrits avec un crayon à l'encre qui, quand on tombait en bas du point de congélation, tout gelé, ça ne fonctionnait plus. Pour arriver maintenant là, à travers un paquet d'évolutions. Donc, l'hiver, on pouvait être plus délinquant, c'est tout ce que je comprends. Tout à fait, c'est en plein ça. Oui, oui. Pour en arriver maintenant avec des moyens, on va y revenir plus tard,
des moyens technologiques qui sont beaucoup plus évolués. Mais si on se ramène juste au visuel qu'on a de notre ODS maintenant, c'est équipé avec des appareils d'émission de constat électronique, etc., etc. Je serais curieux de vous entendre, M. Gantelet, vous, en Europe, un peu l'évolution de la surveillance au fil du temps? Il y a un certain nombre de points communs. En France, on a eu un changement important, c'est en 2018 où la politique de stationnement est passée d'un niveau national, c'est-à-dire on avait le même niveau d'amende sur tout le territoire français, à un niveau local, et où les villes ont pris la main sur le contrôle. Ce qui a engendré des changements très importants, parce qu'en fait, en gros, avant 2018, on était dans une situation extrêmement dégradé, avec dans les villes françaises un taux moyen de paiement de 20%. C'est qu'en gros, on avait une personne sur 5 qui payait son stationnement. D'ailleurs, on parlait de taux de respect dans le domaine du stationnement, alors que dans les transports en commun, on parle plutôt de taux de fraude. Et alors, cette situation a nettement évolué à partir du moment où le contrôle a été transféré au niveau local, et on a maintenant plutôt des taux qui sont autour de 70 ou 80% de respect. Alors, c'est un phénomène qui a eu lieu un peu partout en Europe, c'est-à-dire qu'on partait, alors un peu en retard en France, hein, on avait décentralisé dans pas mal d'autres pays européens avant. Et alors, on aurait pu penser que c'était le caractère un peu latin des Français qui faisait qu'ils ne payaient pas. Mais dans les faits, quand on regarde les choses au niveau européen, c'est vraiment pas ça qui joue. On pouvait avoir des bons respects en Espagne et au contraire, dans certaines villes en Allemagne, un taux de respect qui était mauvais. Et c'est vraiment avant tout le contrôle qui fait que les gens respectent ou non la réglementation. C'est une nette amélioration de 1 sur 5 à 70% quand même. Vous parliez de délinquance tantôt, on en a un bel exemple ici. Et c'est intéressant de voir que ça évolue beaucoup et que les villes sont en grande réflexion au fil des décennies. Bon, on disait à Montréal, ça a commencé il y a quand même quelques décennies, mais je regarde comme une ville à Québec où justement, il y a une réflexion actuellement sur une politique de stationnement. Et en fait, je serais curieux de savoir comment ça fonctionne en ce moment et pourquoi on se dit, il faudrait avoir vraiment une politique de stationnement à la Ville de Québec? Oui, mais le stationnement est une composante de la mobilité et ça peut être un levier très important, comme ça a été mentionné, pour la mobilité durable. Donc, de se doter d'une politique de stationnement, c'est de se doter d'un outil de planification qui va avoir une vision globale, puis peut-être définir des priorités. Parce que dans le fond, si on contrôle, c'est parce qu'on réglemente. Puis pourquoi on réglemente, c'est pour prioriser soit des usages, soit des usagers, par exemple. Donc, à Québec, on a des systèmes de vignettes sur rue pour les résidents, à Montréal aussi. Donc, c'est pour favoriser le stationnement des résidents dans certains quartiers résidentiels. Ou à l'inverse, parfois, on a des systèmes de temps limité ou des parcomètres qu'on veut faire respecter plus proches des artères commerciales ou dans des milieux plus mixtes. Par contre, même pour l'évolution, en fait, la réglementation évolue continuellement. Fait que les opérations de contrôle évoluent, mais la réglementation aussi. Puis c'est un nombre très important, en fait, de modifications sur la réglementation en matière de stationnement qui sont faites tous les ans. On fait en volume, c'est 70% des ordonnances pour modifier nos règlements de circulation et de stationnement que représentent les modifications en stationnement. Donc, en se dotant d'une politique de stationnement, on va pouvoir aussi venir un peu mieux accompagner ou avoir des critères pour se dire, dans quel cas on va prioriser des résidents, dans quel cas on va prioriser plutôt la vitalité économique d'un milieu, comment on essaye de voir le partage aussi de la chaussée, etc. Donc, façon de structurer finalement, alors que si je comprends bien, si je lis entre les lignes, c'est qu'en ce moment, il n'y a pas nécessairement de priorité ou c'est un peu à la pièce. Là, il y aurait vraiment une structure, une stratégie il y a une analyse globale qui est faite, une analyse rigoureuse quand même pour les modifications. Chaque cas est pris et analysé pour justement répondre à un besoin qui est exprimé. Par contre, là, on va essayer de chercher aussi peut-être une généralité, une vision globale, puis une cohérence sur l'échelle de nos territoires. Ça ressemblerait à quoi une ville sans surveillance, justement, surveillance en général, mais surveillance du stationnement plus particulièrement? Bien, je pense que c'est une ville où certains citoyens paieraient plus que d'autres pour quelque chose qu'ils n'utilisent pas. On sait que seulement 4%, si je ne me trompe pas, du stationnement est tarifé. Ça veut dire qu'en fait, c'est monsieur, madame, tout le monde qui paierait. Déjà qu'il y a un large déséquilibre là-dedans. Je pense que c'est aussi une ville où ça nuirait à la vitalité commerciale parce que quand on met des parcomètres sur rue, c'est pour assurer un certain roulement et faire en sorte que des places de stationnement ne soient pas
accaparée par des gens qui y demeurent trop longtemps. Je pense que c'est aussi une ville dans laquelle on aurait une moindre qualité d'espace public. Je vois tous les efforts qu'on fait pour aménager des lieux comme la rue Sainte-Catherine, comme la Plaza Saint-Hubert, etc. On crée des beaux espaces, on se dit c'est pour les piétons. Mais sans surveillance, malheureusement, c'est des espaces... Les voitures, parfois, hein, c'est comme un gaz, ça s'installe exactement, ça s'installe partout, ça prend tout l'espace qu'on leur donne. Et sans surveillance, je craindrais un peu qu'on arrive à ce qu'on voit parfois en France. Dans mes visites en France, je suis frappée de voir la quantité de bollards qu'on a dû installer pour empêcher... excusez-moi, le stationnement sauvage. Puis en tant que représentante de l'intérêt des cyclistes, je pense qu'avant tout, la question de la surveillance, elle est importante pour la sécurité. Ça fait des années que je siège sur le comité vélo et police du SPVM à Montréal, et de voir à quel point les militants doivent revenir 2 fois par année sur la question de l'entrave des bandes cyclables. Et le problème qu'on a, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas pris au sérieux, parce que souvent on se dit, si la bande cyclable est obstruée, vous avez juste à vous déporter dans la voie principale. C'est complètement occulter le fait qu'à vélo, on peut avoir des enfants de 6, 7, 8 ans, et qu'une manœuvre qui peut être tout à fait facile à faire pour un adulte peut représenter vraiment un risque pour nos enfants. Alors, ça dépend un peu de la philosophie qu'on a par rapport à la mobilité autonome de nos enfants. Mais quand on se dit qu'une voie cyclable devrait pouvoir être utilisée par un jeune qui se rend à l'école, et que là, il est sur une bande cyclable à contresens, et qu'on va l'obliger à dévier de sa voie et se retrouver à contresens face à des autos, pour moi, c'est quelque chose de totalement inacceptable. Et ça a été tellement martelé par les groupes de militants cyclistes que le SPVM en a arrivé à mettre ça comme une priorité de niveau 2. Pour vous donner un équivalent, c'est l'équivalent d'un appel pour des violences conjugales. Parce qu'on reconnaissait, enfin, du côté du service de police, la dangerosité potentielle que ça représentait. Mais vous comprenez aussi qu'on est un peu gêné comme citoyen d'appeler le 911 et de faire déplacer des policiers qui ont peut-être tout un tas d'autres priorités, dont les violences conjugales. Et de se dire qu'on va mobiliser des ressources de ce type-là pour de l'immobilisation sur les voies cyclables. Alors, je pense que c'est une très, très belle amélioration qu'on puisse maintenant appeler, qu'il y ait un numéro dédié, qu'on puisse s'adresser à l'agence pour faire en sorte que ces cas-là soient traités par des ressources peut-être plus adaptées que des policiers. M. Sauvageau? Si je peux revenir à l'absence de surveillance et un impact direct, l'impact qui est amené par ma collègue est vraiment très évident. Mais je racontais tout à l'heure, le meilleur exemple d'un manque de surveillance dans une ville comme Montréal, on l'a vu au début de la pandémie de COVID-19, alors que, question d'aider les gens qui étaient un peu déboussolés, le début du télétravail, les gens qui étaient tous prêts à la maison, les écoles étaient fermées. Il était décidé par la Ville qu'on suspendait certaines activités de surveillance. Et c'est effrayant, en 2 semaines, l'impact qu'on a vu sur le stationnement sauvage à Montréal. On se rappelle, c'était mars-avril 2020. On comprend à Montréal que mars-avril, ça concorde avec le début de la saison d'application de la réglementation sur le nettoyage des rues, les balais mécaniques. Donc, le fameux 1er avril, 1er décembre, c'est ça? Tout à fait, c'est en plein ça. Et rapidement, la décision a été prise de reprendre l'application réglementaire sur certains types d'infractions qui étaient névralgiques à Montréal. Donc, on comprend que rapidement, lorsqu'on arrête de surveiller, c'est étonnant comment que le mot peut se passer très rapidement et comment les gens peuvent changer les comportements. Je suis allé dans certaines villes d'Europe que je vais taire aujourd'hui. C'est pour vous, M. Gantelet, je vous rassure, où il n'y a pas de surveillance et je vous dirais que c'est carrément la zizanie. Ah ouais, on le voit, c'est flagrant. Pauline? Oui, effectivement, mais c'est pour faire du pouce sur ce qui se dit. En fait, en tant que ville, on s'efforce à mettre en place des infrastructures aussi, donc développer un réseau cyclable, même des voies réservées. Mais à partir du moment où, en fait, c'est utilisé par du stationnement et que les véhicules ne respectent pas la limitation d'horaire définie, bien, ces infrastructures-là disparaissent. Fait que dans les dernières années, à la Ville de Québec, là aussi, il y a eu un effort qui a été mis sur la surveillance pour les voies réservées, notamment, donc avec des efforts de remorquage beaucoup plus fréquents. Puis ça permet de libérer ces voies réservées-là, de faciliter l'utilisation de ces voies par les autobus, puis de gagner en efficacité et de favoriser la mobilité durable aussi en fin de compte. On comprend rapidement que vous avez un rôle... Oui, M. Gantelet, allez-y.
Oui, oui, il y a aussi un sujet, c'est que si on ne surveille pas le stationnement payant, ce que ça engendre, c'est aussi une saturation du stationnement et du trafic parasite. À Paris, il y a 10 ans, on avait compté qu'on avait autour de 10% de la circulation urbaine qui étaient des véhicules qui cherchaient du stationnement, et dans certaines petites rues, c'était plus de 50%. Il y a aussi il y a des voitures ventouses qui s'installent. Et tout un tas de nuisances. Et effectivement, vous avez parlé des bollards, ici on les appelle les potelets, mais effectivement, une des conséquences directes de la non-surveillance, c'est qu'on met des potelets partout parce qu'il faut protéger les trottoirs, et ça a des impacts sur les cheminements piétons et sur les modes doux, enfin les autres moyens de déplacement. Ah, vous avez tout à fait raison. Et je m'en allais justement dire, c'est ça, là, on commence progressivement à comprendre avec notre discussion l'importance de la surveillance du stationnement. Puis, parlons du métier lui-même. Puis, je m'en allais vers vous, M. Gantelet, parce que j'étais curieux. Je commencerai peut-être avec vous, mais c'est une question que, évidemment, vous pourrez rebondir. Pour la surveillance du stationnement, ça prend des gens qui font la surveillance du stationnement, et c'est un métier qui est un peu ingrat, on va se le dire. Il y a une perception négative aussi. Les gens vont jusqu'à injurier, et peut-être même plus, là, pour en témoigner, M. Sauvageau. Comment vous, en fait, je serais curieux de vous entendre là-dessus, le quotidien du métier, ça ressemble à quoi de votre côté? Et il a beaucoup changé avec les changements de technologie. Parce que initialement, c'était des gens qui faisaient des PV à la main, qui mettaient sur les. Maintenant, ils sont en voiture et il y a des caméras qui lisent automatiquement les plaques d'immatriculation. Donc le métier a pas mal changé. Par contre, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de reconnaissance et de manque de reconnaissance pour les agents de stationnement. Et quand on intervient dans beaucoup de villes, on a aussi beaucoup d'arrêts maladie, des gens qui sont en dépression, etc. Parce que le métier n'est pas reconnu, et même parfois par les élus directement. C'est-à-dire que même les élus eux-mêmes ont tendance à pas forcément aider les agents dans leur métier. Donc c'est un sujet important, et il y a parfois des problèmes de motivation pour les agents dès lors qu'on ne reconnaît pas l'intérêt de leur travail. Wow, dépression, anxiété. Vous l'avez dit tantôt, vous avez été sur le terrain, vous avez commencé sur le terrain et maintenant vous êtes rendu en haut de l'échelle. Le quotidien, comment vous le viviez d'avoir un métier qui était mal perçu, disons ça ici? Bien, c'est pas toujours facile. Et puis, si je partirais sur toutes les aventures que j'ai vécues comme agent de stationnement, on en aurait pour très, 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 très longtemps. Certaines drôles, d'autres moins. Mais par contre, ce qui est rassurant, c'est que les organisations, de ce que je vois, des discussions que j'ai avec certaines organisations, avec certaines villes, avec certains pays, c'est que la préoccupation par rapport à la valorisation du métier d'agent de stationnement est beaucoup plus en avant-plan qu'elle ne l'était avant. Il y a un paquet de choses qui se font maintenant qui ne se faisaient pas avant. Et le meilleur exemple, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Dans un passé pas très si lointain que ça, on n'aurait jamais vu un panel comme celui-là aujourd'hui où on met ce travail-là en avant-plan. Et ça, c'est super important parce que, je le disais d'entrée de jeu tout à l'heure, ce travail-là, ce métier-là est très important pour une ville comme Montréal, la plupart des villes en Europe. Puis je ne reviendrai pas à ce que je disais tout à l'heure, mais on le voit carrément quand on n'est pas là. Donc, ce qu'il faut faire, il faut apprécier ce travail-là, il faut apprécier ce qu'il donne à une ville comme Montréal, et mettre des choses en plan pour que les gens qui effectuent ce travail-là au quotidien soient valorisés et contents de le faire. C'est hyper important. Et j'imagine qu'il doit y avoir des enjeux aussi de recrutement, étant donné la perception du métier, où là, on parlait même de dépression et autres. Oui, tout à fait. Mais encore là, je reviens sur le fait que ce qu'on fait en ce moment, ça risque fort bien de changer la donne dans un avenir assez rapproché. C'est drôle, tout à l'heure, je rentrais dans la salle ici et je voyais la belle affiche avec des agents de stationnement en vélo. On n'aurait pas vu ça il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un métier qui était plus caché, dont on était moins fiers. Plus le temps va, plus les organisations évoluent et plus c'est mis de l'avant. Pauline, vous vouliez réagir?
Oui, je réfléchis et je pense tout haut. Hein. En fait, il y a aussi une attente, je pense, de la part des citoyens. C'est certain que personne n'aime recevoir une contravention, mais en parallèle, c'est quand même le contrôle est une composante dans un système de mobilité. Et en fait, moi, j'y crois pas à une ville sans surveillance parce que la surveillance est là. Et il y a toujours une forme passive de surveillance par les citoyens. Et la ville se fait appeler justement si quelqu'un qui stationne son auto, qui n'a pas de vignette pour personnes à mobilité réduite et qui est dans une case de stationnement pour personnes à mobilité réduite, on va se faire appeler de la même façon que si une auto empêche l'entrée de chez soi, ben, on va se faire appeler en tant que ville pour qu'il y ait une opération de contrôle, puis que soit il y ait une contravention ou quelque chose pour dégager l'entrée de cette personne-là. Donc, il y a aussi en contrepartie une attente et je crois, du point de vue de la ville, un souci d'équité. Parce qu'au final, si on réglemente, mais qu'on n'applique pas la réglementation, à quoi bon réglementer? Donc, il faut qu'on ait aussi un geste en arrière pour dire oui, effectivement, c'est important de respecter cette réglementation parce qu'on poursuit des objectifs. Puis l'outil qu'on a, ben, c'est le contrôle pour le faire respecter. Donc, je pense qu'il y a un grand défi de communication, d'après ce que j'entends ici, pour que les gens comprennent, pour valoriser le métier, pour qu'on aille plus loin, finalement, dans la conversation avec le citoyen, et non pas juste... à l'époque, c'était une voiture rouge. Maintenant, c'est des voitures blanches avec les écriteaux bleus, du moins pour Montréal. Mais quand on voyait ces voitures-là, à l'époque, on se sauvait comme si c'était la peste. On essayait. Monsieur Gantelet, je serais curieux de vous entendre. Justement, quels sont les plus grands défis liés à la pratique de la surveillance? Il y a des défis, il y a des défis qui viennent aussi des évolutions des pratiques de mobilité, des nouvelles choses qui sont à contrôler. Parce qu'en fait, on a de plus en plus de choses à contrôler parce que les villes, les mobilités changent. On a du stationnement vélo, on a des voitures en autopartage, des voitures en covoiturage. Tous ces besoins-là, c'est des besoins en stationnement, c'est des besoins en stationnement spécifiques. Pour le covoiturage, il faut des aires de dépose reprise, il faut tout un tas de nouvelles façons de gérer le stationnement. Donc, un des défis, c'est de s'adapter à ces nouvelles mobilités, je pense. Et la voiture électrique également, c'est un sujet qui n'est pas neutre. Par exemple, typiquement, quand on met des bandes de recherche sur voirie, pour véhicules électriques, il va falloir vérifier qu'il n'y a pas des voitures thermiques qui s'installent dessus. Donc, il y a aussi tout un tas de nouvelles réglementations qui sont à contrôler. À Paris, par exemple, la part des places qui sont des places spécifiques pour des besoins spécifiques, elle est de 30 à 40% en fait. Et elle augmente sans arrêt en fait. Donc on a un taux de place à destination, soit de personnes à mobilité réduite, soit de voitures en autopartage, soit de véhicules électriques, réservé à des catégories particulières qui augmentent sans arrêt parce que les besoins en mobilité se complexifient et deviennent plus multiples en fait. Et je pense que ça c'est un des défis de la surveillance à l'avenir. Magali, de votre point de vue, les défis de la surveillance, vous avez parlé tantôt un peu plus, évidemment, de l'aspect vélo, blocage des pistes, mais je vous relancerai la balle. J'aime parfois rappeler que, quand on nous dit que les pistes cyclables coûtent trop cher, etc., la seule raison pour laquelle on est obligé de dépenser dans les pistes cyclables, c'est que quand on fait juste peindre une bande au sol, on n'est absolument pas en sécurité, puis on est toujours stationné dessus. Donc, ce qu'on considère comme un investissement pour les cyclistes n'est rien d'autre qu'un investissement pour les protéger des automobilistes. Et si y avait un taux de respect suffisant des bandes cyclables, par exemple, on n'aurait pas besoin de séparer physiquement de la circulation, on n'aurait pas besoin de faire des réseaux express vélo en dur avec des barrières, des potelets, des bollards, des saillies, des choses comme ça. Puis je pense que l'autre exemple qu'on peut donner, c'est toute l'importance. On a quand même un article de notre Code de la sécurité routière qui interdit de se stationner à moins de 5 mètres d'une intersection, qui est supposé être connu par tout titulaire de permis de conduire. Et quand on en est arrivé à implanter des saillies de trottoir, ça a été des batailles dans l'opinion publique où on se faisait dire qu'on volait du stationnement. Non, c'est une mesure de sécurité pour assurer la traverse sécuritaire des piétons, pour faire en sorte que les piétons et les automobilistes puissent se voir, puissent
On nous parle beaucoup de contact visuel. Moi, je rêve du jour où l'AMD va aussi pouvoir sévir contre les vitres teintées sur les véhicules. Une nouvelle idée de mandat pour vous. Le moteur qui roule plus de 5 minutes. J'ai déjà fait appel, en fait, à un agent de stationnement qui était bien content de donner un ticket là-dessus, qui m'a dit à l'occasion que ça lui avait permis un jour de détecter quelqu'un qui était inconscient dans son auto, je crois. Les agents de stationnement sauvent des vies. On en a un exemple. Donc, c'est important. Puis je pense que nous, on croit beaucoup chez Vélo-Québec dans l'importance des infrastructures et on pense que les bonnes infrastructures amènent les bons comportements, mais ça va mettre des années à pouvoir sécuriser nos pistes cyclables, nos infrastructures, nos saillies de trottoirs, etc. Et en attendant, on n'aura pas le choix de se reposer sur une surveillance et de mettre fin au sentiment d'impunité que on peut toujours se stationner, c'est juste pour 5 minutes. M. Sauvageau, je m'en vais vers vous là, parce qu'elle vous a interpellé à quelques reprises. C'est correct. Et quand on parlait de défis, un des grands défis de l'avenir, du présent et de l'avenir, c'est vraiment de s'ajuster en fonction des besoins qui sont changeants et grandissants. Et l'exemple est très bon. On va l'imager avec les pistes cyclables, l'évolution de la demande, l'évolution des installations au niveau du réseau cyclable. Ce dossier-là, il y a à peine une quinzaine d'années, n'était pas tant en avant-plan qu'il l'est actuellement. Plus les années ont passé et plus la tendance a changé au niveau de l'utilisation de ce mode de transport-là, plus les équipes comme Magali ont travaillé fort pour nous amener à nous améliorer. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, on fait quoi en ce moment? On passe d'une patrouille qui était intégrée à nos patrouilles régulières en véhicule, à des agents qui sont constamment en vélo, qui patrouillent sur les pistes cyclables, à des points d'intérêt qui sont donnés. Les agents, lorsqu'ils quittent le bureau, ils ont une carte du réseau, on leur demande d'intervenir. Et on sort même des nouveautés comme on va faire cet hiver. On va être la première patrouille d'hiver à vélo au Canada. Donc, on est très fiers de le dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Comme tantôt. Donc, on s'ajuste. Est-ce qu'on est parfait? Non. C'est sûr. C'est un travail de longue haleine, mais on pense que quand on met des efforts au quotidien pour pouvoir y arriver, on construit de belles choses avec nos partenaires. Donc, c'est un petit peu ça mon message, moi, par rapport à l'évolution. Magali veut savoir, les vitres teintées, finalement, il arrive quoi? Là? On se reparle. On se reparle après. À Québec? Je pense que ça rejoint ce que M. Gantelet disait. Les besoins se complexifient. On a vraiment un tas de demandes distinctes pour réglementer différemment le stationnement. En même temps, on veut faire de la place aussi au mode doux, réaménager nos rues, verdir. Donc tout ça, ça se fait... en fait, on n'invente pas d'espace vraiment dans les rues. Donc il y a toujours un sacrifice à quelque part à faire. Puis il en coûte actuellement de prendre chaque case de stationnement dans certains quartiers. Donc c'est là aussi où une politique de stationnement va pouvoir venir se doter d'une vision globale, puis se dire comment on intervient dans certains secteurs. M. Gantelet, vous avez commencé à parler tantôt de technologie sur les voitures quand vous parliez du fait que le métier a beaucoup évolué avec le temps. On parle de plus en plus de villes intelligentes, on parle de plus en plus d'applications, notamment quand vient le temps de parler de stationnement. Quel rôle, justement, les technologies vont jouer de plus en plus dans la surveillance du stationnement? Voyez-vous des tendances à l'international? Oui, alors on a deux grosses tendances. La première, c'est la maturité de la technologie de lecture automatique de plaques d'immatriculation. Et la deuxième, c'est le smartphone comme modalité de paiement du stationnement. C'est une tendance majeure à l'échelle mondiale, en tout cas dans les pays économiquement riches. Qui fait que la lecture automatique de plaques d'immatriculation est une technologie qui se déploie très fortement. Alors, en France, en 4-5 ans, toutes les métropoles ont mis en place ce type de technologie avec une conséquence, c'est qu'on a une augmentation très forte de l'efficacité du contrôle avec 3 ou 4 fois plus de contrôle qu'avant. Et puis aussi une amélioration du service pour les usagers parce que avec le téléphone, on a la possibilité d'allonger les durées de stationnement à distance, on a des simplifications assez fortes des démarches pour les abonnés, la possibilité d'avoir des services à l'échelle des agglomérations plutôt que chaque commune fasse son propre service. Donc effectivement, la technologie, elle joue aussi un rôle dans le fait que pour accompagner la complexité croissante des
du contrôle. Parce que plus on a des objets différents à contrôler ou des types de mobilité différentes à contrôler, et plus la technologie aide à ça. Vous avez beaucoup d'enjeux avec les trottinettes, vous, en Europe, hein? Entre autres, les trottinettes en libre-service, notamment. Oui, notamment. Notamment, ça fait partie des trottinettes, même les vélos en libre-service. C'est un enjeu. Est-ce qu'il y a des applications ici à Montréal, par exemple, parce que là, on parlait du numéro tantôt, les gens peuvent appeler pour... Est-ce qu'on a une application pour signaler des problèmes ou est-ce que c'est quelque chose pour faciliter le signalement, finalement, d'enjeux? Bien, en ce moment, on a notre centre d'appel qui se fait, le mot le dit bien, là, un centre d'appel, donc ça se fait via communication téléphonique et tout récemment, on a mis en force notre formulaire en ligne. Donc, via un formulaire qui est sur le web, on peut signaler une infraction à Montréal. C'est la façon dont ça se fait en ce moment. Puis vous, au niveau des technologies, comment ça se développe à Montréal? Je suis tout à fait d'accord avec M. Gantelet. À l'agence, en ce moment, on finalise la préparation du projet sur la lecture automatisée de plaques d'immatriculation, l'API, comme on dit dans le jargon. Et bien évidemment, et je rejoins encore ses propos, ça va changer complètement le visage du quotidien d'un agent de stationnement et l'efficacité d'un agent de stationnement tellement un paquet de niveaux. On pourrait aller sur du long terme avec un inventaire de la bordure qui est fait où l'agent de stationnement qui circule va voir via les caméras et toute la réglementation et tous les véhicules qui sont en infraction. Mais si on se ramène à certaines infractions pour mieux l'imager, on va être beaucoup plus efficace sur, évidemment, l'application de la réglementation sur les espaces tarifés, les fameuses zones réservées aux résidents où l'agent, lorsqu'il va circuler, va être beaucoup plus efficace. Il va avoir un signal lorsque le véhicule est en infraction, alors que maintenant, il doit regarder la fameuse vignette dans la lunette arrière. On comprend qu'à Montréal aussi, c'est une ville 4 saisons. Donc, lorsqu'il y a une tempête de neige, je vous l'image, l'agent de stationnement, des fois, se promène avec son petit balai et va nettoyer les fenêtres de côté pour voir la fameuse vignette dans la lunette arrière, ce qui est pas très, très efficace. Et aussi, on peut parler de fraude. Donc, au niveau de ces vignettes-là, il y a souvent les petits malins qui jouent le système. Donc, tout ça, la lecture de plaques, là, je m'écarte un petit peu, mais ça va venir améliorer de beaucoup le travail d'un agent. Je peux aller aussi vers l'application de la réglementation en temps limité. Je vous dirais qu'en ce moment, c'est plus difficile, c'est archaïque. Donc, l'agent, il va avec ses observations, tandis qu'avec un système comme celui-là, le système enregistre le véhicule en infraction et 60-120 minutes après, on nous informe de l'infraction du véhicule. Donc, ça va devenir de plus en plus, pour reprendre votre expression du départ, la délinquance, ça va devenir de plus en plus difficile d'être délinquant. Là. Effectivement. On va être mieux surveillé, c'est ce que je comprends. À Québec, vous évaluez des drones, je pense, qui vont couvrir la ville, c'était ça? Non, pas tout à fait, mais on s'en va vers la technologie, l'API aussi, comme première phase de déploiement. En fait, on va moderniser tout ce qui est contrôle des espaces tarifés. Donc, on passe avec une logique de bornes, en fait, par espace, en fait, de tarification par espace à tarification par plaque. Fait que c'est exactement ça. Il va y avoir des zones tarifées, puis c'est à peu près ça. On voit déjà la possibilité multiple se déployer devant nous. Mm-hmm. Je pense que je voulais rebondir sur notre idée, mais ça m'échappe également. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, on s'en va vers l'API. Voulez-vous répondre là-dessus? Je sais que certaines villes font appel un petit peu à leurs citoyens pour participer à la surveillance. Puis là encore, je pense que ça pose des questions philosophiques. La délation versus... La délation. Mais on s'en va un peu vers ça. Je veux dire, le numéro de téléphone que j'ai soigneusement sauvegardé dans ma liste de contacts de l'Agence de mobilité durable me permet de faire de la délation. Veux pas, c'est ça. L'application, c'est la même chose. Je discutais tantôt avec quelqu'un il existe des villes comme New York où, par exemple, déjà les citoyens peuvent signaler et même être récompensés pour avoir signalé des infractions dans ce cas, pour l'instant, sur les moteurs qui roulent à l'arrêt, le idling, je ne sais pas c'est quoi l'équivalent en français. Est-ce qu'on s'en va vers ça? Est-ce qu'on s'en va vers la capacité pour tout citoyen de participer, de se transformer en agent de stationnement? Je ne sais pas ce qu'en penseraient vos agents. Ça va aider au recrutement, en tout cas. Ça, c'est ceux qui y prendront notre goût. badge virtuel. Mais c'est un... Non, mais c'est bon de voir. En fait, je pense que la comparaison est intéressante. C'est toujours intéressant de voir ce qui se fait ailleurs. Puis bon, il y a des solutions qui
dans certains cas, s'applique peut-être moins bien à nous pour toutes sortes de raisons, droit à la vie privée, plein de trucs du genre, mais c'est toujours bon de voir ce qui fonctionne aussi ailleurs. Oui. En fait, oui. Puis pour la question de la fraude, tantôt aussi, c'est que la surveillance, là, on en parle beaucoup avec le rôle des agents de stationnement. Par contre, on peut le voir aussi il y a toute une chaîne de contrôle, finalement, qui peut se mettre en place dans les services de la ville. Puis, notamment lors des renouvellements des vignettes, justement. Je sais qu'à Québec, tous les ans, il y a certaines zones qui sont vérifiées pour justement valider si un résident réside toujours dans le secteur pour lequel il a demandé une vignette de stationnement. Donc, pour éviter un certain poids administratif, c'est pas contrôlé à chaque année. Par contre, régulièrement, mais il faut aussi des contrôles parce que sinon, avec le renouvellement automatique des personnes qui résidaient auparavant dans des quartiers centraux en forte demande de stationnement, on pourrait continuer à avoir une vignette avec des avantages finalement pour les résidents alors qu'ils n'y résident plus. Donc, aller voir ses amis qui habitent ou les voisins qui habitent là, grâce à cette vignette, on stationne facilement. Ouais, on peut comprendre, effectivement. Il reste à peine quelques minutes. Alors, préparez-vous pour les questions. Quelques minutes avant la période de questions, on va plonger là-dedans. Je rappelle aussi, si vous nous écoutez à distance, que vous pouvez inscrire dans la zone de clavardage pour les questions. On va pouvoir en prendre quelques-unes aussi dans quelques minutes. Je veux quand même parler de... Je ne sais pas si je peux l'appeler l'éléphant dans la pièce, mais du point de vue citoyen, souvent, on va voir la surveillance du stationnement comme une façon de générer des revenus. Et ça devient même une question politique. On l'a vu récemment avec l'augmentation dans certains secteurs du centre-ville des heures de surveillance, là, avec les parcomètres. Là, donc, on est passé de 21 à 23, là, si je ne m'abuse. Puis ça a été dénoncé d'ailleurs par certaines associations de commerçants au centre-ville et tout ça. Et les gens voient ça vraiment comme une façon de faire des revenus puis générer des revenus pour la ville. Je serais curieux de vous entendre là-dessus, la question de l'équilibre, parce que c'est vrai que ça génère des revenus, on ne peut pas le cacher. Mais je serais curieux, M. Sauvageau, de vous entendre là-dessus, les revenus versus la surveillance. Et il y a des raisons pour lesquelles on est allé jusqu'à 23 heures aussi dans certains secteurs, là. Tout à fait. Pour l'expansion des heures d'utilisation des espaces tarifés sur rue, je ne pourrais pas m'en aller là, étant donné que nous, on est chargé de l'application et non de la mise en place de ce type de décision-là. Par contre, quand on revient aux revenus, vous l'avez bien dit, là, c'est clair, on ne s'en cachera pas. Ce qui est relié à un constat d'infraction, il y a des frais. Et on ne s'en cachera pas aussi, les frais augmentent au fil du temps. C'est tout à fait normal. Par contre, dans la culture organisationnelle qu'on a, nous, on émet des constats d'infraction en laissant de côté ce côté pécunier-là. Nous, ce qui est important pour nos employés lorsqu'ils patrouillent sur le terrain, pour toutes les raisons qu'on a invoquées dans la dernière heure, c'est d'effectuer leur travail. Pourquoi? Assurer la sécurité des citoyens, assurer une fluidité de la circulation, assurer une bonne mobilité durable, assurer aussi une saine gestion de la bordure de la part des automobilistes et des usagers en général. C'est vraiment ça, excusez-moi l'anglicisme, le mindset d'un agent de stationnement lorsqu'il s'en va sur le terrain. Parce qu'un agent de stationnement ne va pas partir de nos centres opérationnels et d'aller sur le terrain en se disant, excusez-moi, là, on va aller faire de l'argent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ça ne donnerait pas un sens au travail d'un agent de stationnement. Ce qui donne un sens, c'est vraiment ce que je vous ai énuméré là, dans les dernières minutes. M. Gantelet, je serais curieux de vous entendre sur la question, les revenus, la perception populaire et l'équilibre dans la surveillance du stationnement. Mais je pense que quand vous posiez la question de savoir ce que c'est qu'une ville sans surveillance, une ville sans surveillance, c'est aussi une ville où l'espace public ne vaut rien. C'est-à-dire qu'à un moment, elle se pose la question de la valeur de l'espace public et son paiement, du coup. Et après, il y a la question des recettes, elle se pose aussi sur ce qu'on fait des recettes qui sont générées par le stationnement. Alors en France, sur une partie des recettes, sont fléchées vers des politiques de mobilité et de financement des transports en commun qui sont des transports en commun, des pistes cyclables, etc. Donc là, il y a la question, c'est de savoir à quoi sert l'argent. Voilà. Où c'est réinvesti et dans quel... sujet important, voilà. Parce que l'argent, c'est pas non plus de l'argent qui sert à rien, ne serait-ce que l'entretien de la voirie en elle-même, c'est un vrai sujet. Donc encore là, il y a un enjeu de communication. Mais je pense que le fait même qu'on ait un malaise, je veux dire, ça reste une taxe volontaire. C'est pas quelque chose qu'on impose à quelqu'un.
Quand on décide d'être délinquant, soit on paye son parcomètre, soit on est délinquant, puis il faut payer pour. Puis je pense qu'on peut se poser la question, si ce n'est pas les délinquants qui paye pour? Et la réalité, c'est tout le monde. Le CRE Montréal a fait son livre blanc sur le stationnement, où ils estiment qu'une place de stationnement coûte 1 275 $ par année. Le déneigement, le marquage. Exactement. Quand on regarde le coût d'une vignette résidentielle, je pense que le maximum qu'on paye pour une vignette résidentielle, c'est 300 $. Les propriétaires de voitures sont loin de payer le prix que ça coûte à la collectivité d'avoir ces stationnements. 500 000 places de stationnement, ça représente à peu près un demi-milliard. Je regarde le CRE dans la salle. Donc, je pense qu'on peut, et puis en tant qu'élu, politicien, ça peut être délicat à défendre comme position, mais je pense qu'il y a peut-être à changer le discours public et de dire, oui, c'est une ressource qui est précieuse. Et ce que les utilisateurs ou les délinquants ne payent pas, c'est l'ensemble de la collectivité qui le paye. Il est peut-être temps de rendre plus visible le coût du stationnement dans les taxes foncières, etc., pour faciliter ces débats-là. Ah, intéressant. Oh, c'est toute une réforme, ça. Voulez-vous terminer là-dessus? Sinon, je vais passer à la période de questions. Oui, exactement. Puis il faut aussi qu'il y ait un effet dissuasif à quelque part pour le comportement, influencer le comportement. Ouais. Donc, je pense que c'est l'ITDP qui avait fait justement un guide aussi sur la juste tarification du stationnement et des contraventions. Et il s'est rendu compte dans des cas où les contraventions étaient trop peu élevées, finalement, ça a incité quand même à prendre la chance d'eux. Alors qu'une contravention, on juge des faits, on ne juge pas des intentions. Fait que, parfois, ça peut arriver qu'on n'a pas mis assez d'argent dans notre parcomètre sans le vouloir, sans faire exprès. Mais par souci d'équité, on est pénalisé parce que dans les faits, il n'y a plus assez de temps, puis que un autre citoyen va se faire pénaliser pour la même chose. Ou qu'on s'est trompé de numéro de... Ça m'est déjà arrivé de me tromper de numéro de case sur mon application. Ça arrive. Je crois qu'on a un micro dans la salle qui va se promener, si je ne m'abuse. Ah oui, justement... on peut procéder sur, ici, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez peut-être diriger vos questions ou si c'est une question ouverte, peut-être le mentionner. Et même chose à la maison, on va pouvoir procéder par la suite. Donc, n'hésitez pas. Sinon, je vais poursuivre. J'ai plein d'autres questions pour nos invités. Monsieur CRE Montréal, oui? Oui, toujours prêt. On devrait... Allô? Oui, on vous entend. On m'entend? Oui, c'est ça. Je suis désigné pour poser la première question. Donc, Blaise Rémillard, responsable mobilité urbanisme au Conseil régional dans l'environnement. Je m'interroge, on a parlé un peu d'économie de la surveillance. Là. À quel point un agent de stationnement apporte un bénéfice, là, donc il y a un bénéfice non monétaire, mais il y a un bénéfice financier pour une journée de travail, il va distribuer un certain nombre de contraventions. Puis à quel point en mettre plus, c'est pas juste mieux pour la mobilité puis les finances de la ville. Puis est-ce qu'il y a une raison de limiter le nombre d'agents, là, et est-ce qu'on est proche de cette limite-là? Donc, on voit que l'API, on a dit, peut permettre de surveiller 3 à 4 fois plus d'espace. Pourquoi on n'a pas 3 à 4 fois plus d'agents déjà maintenant? C'est intéressant. Vous avez dit que vous avez débuté à 12 ans au départ, il y a de cela 40 quelques années. Puis depuis la création de l'agence, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a de beaucoup augmenté. On a passé par une première phase de plan de bonification à la création de l'agence, où on a bonifié nos effectifs de plus de 125, 130 agents supplémentaires. Je vous dirais qu'en ce moment, puis là, quand on parle de création de l'agence, on parle de 2020, donc ces embauches-là, ça s'est produit au cours des dernières années. On est à analyser la pertinence, puis la question est très pertinente d'ailleurs, la pertinence de passer en phase 2 du plan de bonification. Mais vous comprendrez que pour des raisons de saine gestion de budget, on doit analyser comme il faut ce que les bénéfices, finalement, on parlait de bénéfices, on est très à l'aise avec ça, mais on parlait des bénéfices tant pour le citoyen que pour l'usager de cette première phase d'embauche-là, avant de déterminer comme il faut, on enligne comment notre deuxième phase. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième phase? Fort probablement, mais on est à déterminer le nombre qu'elle va comporter et ce qu'on va en faire, finalement. Parce que ça a l'air facile vu de l'extérieur. Mais embaucher des agents sans avoir un plan stratégique en arrière de tout ça,
on peut rapidement regretter un geste comme celui-là. Donc, il faut prendre notre temps. Mais je vous dirais qu'à ce niveau-là, on s'en va dans le positif. J'imagine aussi avec l'arrivée des technologies, on l'a dit tantôt, les lectures de plaques sont des 3-4 fois plus efficaces aussi. Est-ce que ça ne va pas réduire en quelque sorte, pas nécessairement couper les agents qui sont là, mais au lieu d'en embaucher d'autres, est-ce que les technologies ne vont pas venir un peu pallier à cette question-là? Mais je vais laisser M. Gantelet terminer ce que je vais dire. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, évidemment, ça va changer le visage, le travail d'un agent de stationnement, mais jamais j'irai jusqu'à dire que ça va diminuer le nombre de ressources. Pourquoi? C'est que le travail va être fait de façon différente. Lorsqu'on a de la lecture de plaques, l'agent circule à bord d'un véhicule, les caméras font une lecture des véhicules, des plaques qui sont en infraction. À ce niveau-là, oui, ça peut amener quand même une certaine diminution des effectifs sur la route, sauf que il y a l'autre côté que le citoyen ne verra pas, mais que je vais vous expliquer. C'est les agents qui ne seront plus sur la route, mais qui vont être, comme on appelle en back office, donc qui vont être à l'intérieur de nos centres opérationnels et qui, eux, vont faire de la validation de la preuve et l'acheminement des constats d'infraction chez le contrevenant. Un peu comme les radars photos, là. C'est le même principe. C'est ça, voilà. M. Gantelet, on vous a lancé... Oui, je peux vous dire ce qui s'est passé à Paris où l'ALAPI a été mis en place. En fait, il n'y a effectivement pas eu de diminution du nombre d'agents en charge du contrôle. Il y a eu une redistribution de leur rôle et une amélioration très forte du contrôle. C'est-à-dire qu'on a commencé à contrôler des infractions qui ne l'étaient pas. La ville a mis en place le stationnement payant des motos, par exemple, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et tout ça, on va dire, plus ou moins à ressources humaines constantes. C'est-à-dire que la technologie a permis de faire plus avec à peu près le même nombre de personnes. Et par contre, un changement effectivement du type des postes. Effectivement, il y a des gens qui regardent les vidéos à distance maintenant. Il y a des véhicules qui tournent. Enfin, c'est plus les postes changent. Par contre, le nombre de personnes en charge est resté similaire. Et puis, les personnes qui travaillent sur le stationnement payant ont été redéployées un peu pour verbaliser les stationnements interdits, notamment. Intéressant. Les régies ou... Ah non, je pensais... Ah, on a une question en ligne qui nous dit... question donc pour Montréal, Escouade Mobilité. Donc, Escouade Mobilité pour les entraves de la route, comment sépare-t-on la juridiction avec le stationnement en infraction impactant des voies de circulation? Je ne sais pas si... Je ne comprends pas le sens de la question. Je suis vraiment désolé. Oui, c'est ça. Escouade Mobilité pour les entraves de la route, comment sépare-t-on la juridiction avec le stationnement en infraction impactant des voies de circulation? Je vais y aller avec ma compréhension, et puis la personne qui a posé la question peut y aller si oui, je ne réponds pas de la bonne façon. C'est tout à fait, c'est en plein ça. Il faut dissocier à Montréal l'escouade de mobilité et l'agence de mobilité durable. Donc, l'escouade mobilité est une section de la Ville de Montréal qui emploie des inspecteurs. Donc, eux, et la question dit bien, vont travailler beaucoup sur les entraves, les chantiers, tandis que le mandat de l'Agence de mobilité durable va beaucoup plus se situer au niveau du stationnement, des infractions du stationnement. En général, en vertu du règlement, je ne vais pas vous endormir, mais en vertu du règlement C4.1 et du Code de la sécurité routière, tandis qu'au niveau de l'escouade, on va appliquer le règlement municipal, qui est un règlement qui est autre que le nôtre. Mais dans les deux cas, on peut émettre des constats, on peut forcer les gens à se déplacer. En vertu des règlements qu'on applique, sauf que un agent de stationnement, à l'heure actuelle, ne peut pas émettre un constat d'infraction en vertu du règlement municipal qui est sous la juridiction des inspecteurs actuellement à Montréal. Les inspecteurs, par contre, ont le droit d'émettre des constats d'infraction en vertu du règlement C4.1 et du CSR, du Code de sécurité routière, excusez-moi. Mais je vous dirais qu'on travaille de façon très collaborative et en coordination là, au niveau des deux entités. Oui, bien, c'est justement, on a parlé des entraves de pistes cyclables et tantôt, je pense dans ma tête, je pensais aussi à l'escouade mobilité parce que je me souviens quand ça a été mis en place, cette escouade-là aussi, on parlait beaucoup d'entraves, le matin pour la fluidité, les heures de trafic et tout ça, mais il y avait toute la question aussi des pistes cyclables. Donc, vous travaillez vraiment
en collégialité, là. Tout à fait. Et avec le temps, on s'est raffiné. De sorte que maintenant, comme je le disais tout à l'heure, l'escouade se concentre beaucoup plus, oui, sur la fluidité, mais en lien avec les entraves et les chantiers, tandis que nous, on va s'occuper des voies réservées, on va s'occuper de l'accès et de la sortie de l'île aux abords des ponts, par exemple, le matin, en période de pointe, le matin et après-midi. Vous avez parlé en début de table ronde que vous étiez content, justement, de faire des tables rondes comme ça, de voir des belles photos avec des agents à l'extérieur et tout ça. Est-ce qu'il y a des... Là, c'est bien, aujourd'hui, on va pouvoir diffuser cette table ronde-là, mais pour aller rejoindre davantage le citoyen et tout ça, est-ce qu'il y a des campagnes, puis vous, avec votre politique aussi qui est en développement, est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation, que c'est un volet communication, finalement, pour aller faire mieux comprendre, puis valoriser le métier, puis essayer finalement, de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, de le mettre de l'avant auprès du citoyen? À ma connaissance, ça ne s'est pas fait encore à Québec. Par contre, je retiens l'idée, puis effectivement, ça pourrait être un volet. Je la prends. Ouais. En avez-vous, vous, M. Gantelet, en Europe, vraiment des campagnes de sensibilisation ou des trucs pour vraiment aller rejoindre le citoyen, faire comprendre l'importance de contrer la perception? Assez rarement, mais il y a une campagne de communication qui a été, je pense, assez efficace en France, qui était au niveau national, hein, pour le coup, qui était sur la question du stationnement handicapé. Et c'était une campagne un peu choc. En gros, le slogan, c'était « Si tu prends ma place, prends mon handicap ». Oh, OK, d'accord. Et globalement, c'est quelque chose qui a assez bien marché. C'est-à-dire que le stationnement sur une place handicapée, maintenant, en France, alors il y a 20 ou 30 ans, je pense que les gens le faisaient sans trop de vergogne. Maintenant, c'est devenu quand même un peu plus tabou. Donc voilà, c'était un exemple. J'avoue qu'il n'est pas, j'ai pas pléthore d'autres exemples. Non, mais celui-ci est quand même aussi la communication, c'est un sujet à mon avis qui demande à être travaillé, effectivement. Non, mais c'est fort intéressant comme exemple. Et on a le temps pour une dernière question ici dans la salle. Oui, bonjour. Mon nom est Gabriel Michaud de Coop Carbone. On est un groupe d'experts en environnement dans plusieurs secteurs, dont la mobilité. Mobilité citoyenne, mais celle dont je vais vous parler, c'est celle des marchandises, la logistique. J'ai travaillé dans ce milieu de nombreuses années et on a toujours compris qu'il y avait une espèce de flou. Quand tu es dans un véhicule plaqué F, plaqué L, un camion, la fameuse règle du 15 minutes, c'est flasher. Que tu peux te stationner un petit peu n'importe où et que c'était comme toléré parce que, disons, c'est accepté socialement que tu as une job à faire. Alors, comment est-ce que cet enjeu-là il est présentement abordé chez vous? Est-ce que vous considérez qu'il y a un besoin de surveiller davantage, mieux encadrer, mieux sensibiliser? Parce que on peut dire que c'est abusé un peu comme principe. On en voit beaucoup des vannes de livraison se parquer dans les pistes cyclables puis ailleurs où est-ce qu'ils ne devraient pas. C'est un des beaux défis de l'avenir et du présent aussi, en toute honnêteté. C'est certain qu'au niveau de certains règlements, puis je vous rassure, on écarte les pistes cyclables de ce que je vais vous dire là. Je n'ai pas la nomenclature des règlements sur lesquels la fameuse tolérance est acceptée. Par contre, ce qu'il faut comprendre, on parlait de 4 flashers tout à l'heure, c'est pas une tolérance de 4 flashers, mais les véhicules L et les véhicules plaqués F. Puis là, je regarde mon adjointe aux opérations qui me regarde. Je vais bien le dire. Elle n'aime pas savoir l'attention. Mais il y a cette réglementation-là, excusez-moi, ça fait partie de nos directives opérationnelles. Donc, ça prend un véhicule qui a ces 2 types de plaques-là. Il faut que le véhicule soit lettré. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut que l'agent de stationnement, lorsqu'il intervient, constate un mouvement de livraison aux abords du véhicule. Donc, chargement et déchargement. On ne peut pas, à Montréal, laisser un véhicule sur les 4 flashers, même s'il est lettré et plaqué L ou F, si on ne démontre pas qu'on effectue une livraison. Donc, certains vont se poser la question, ils vont dire, OK, sauf que si l'agent de stationnement se présente sur les lieux, ne voit pas, parce que 15 minutes, des fois, c'est long, ne voit pas le conducteur du véhicule ou du camion, il fait quoi? Ce qu'on lui demande, c'est d'émettre un constat d'infraction. Et à ce moment-là, ça va être au propriétaire du véhicule de démontrer, de faire la démonstration de la preuve au niveau de la cour
qui étaient en livraison à ce moment-là. Comment? Une livraison qui est adressée à un endroit qui est aux abords de l'endroit de l'infraction, etc., etc. Encore une fois, je répète, et c'est important que je tape sur le clou, ça concerne des infractions comme du non-stationnement, jamais on va amener une tolérance dans des infractions qui vont toucher à la sécurité, soit des usagers, des piétons, des automobilistes, des cyclistes, etc. Voilà. Ça satisfait de la réponse? Moi, on m'avait déjà dit de ne pas mettre les 4 flashers parce que ça attirait encore plus. Et voilà, tout à fait. Ça attire encore plus l'attention. C'est un très beau signal pour nous démontrer que je suis en infraction. Oui, tout à fait. Je veux remercier nos invités. Excusez-moi, j'ai une toux qui ne veut pas partir depuis 3 semaines. C'est pas la COVID, je me suis testé plusieurs fois. Voilà, je veux remercier nos invités aujourd'hui. Pauline Guillaumard, Magali Bebron, Éric Gantelin. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Sylvain Sauvageau également. Merci beaucoup. Bonne main d'applaudissements. Merci également à vous. Merci. Merci aussi si vous êtes à distance. Je vous invite à suivre les réseaux sociaux, évidemment, de l'Agence de mobilité durable parce qu'il y aura peut-être d'autres événements aussi à venir en 2024. Donc, ben voilà, je n'ai pas de détails à vous donner aujourd'hui sur les futurs événements, mais surveillez donc les réseaux sociaux. Merci beaucoup et bonne fin de journée.